voudrais d'abord qu'on mesure le niveau ou l'état du contexte dans lequel se situe cette campagne interne de l'UDI. On est dans un contexte que Jean-Marie a évoqué, où on ne peut être que malheureux. Parce que finalement, si on veut bien regarder les choses de près, les Français sont malheureux de voir leur pays dans cet état. Je crois que s'il y a bien quelque chose que nous partageons tous, avec ensuite des conséquences politiques ou de comportement, c'est que personne dans notre pays ne supporte l'idée de voir notre France s'effilocher comme elle s'effiloche depuis des années et depuis 2 ans à une vitesse absolument colossale. Et ce sentiment-là de Français qui se disent « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Moi, c'est ce que j'entends chaque jour quand les gens m'arrêtent dans la rue. Je n'ai jamais été autant arrêté par des personnes, des Français que je ne connais pas, qui me disent « mais Monsieur Morin, est-ce que ça peut continuer encore longtemps comme ça ?» Et derrière ces mots simples, il se cache en fait une réalité, c'est que nous vivons dans des institutions et dans un régime qui pourrait, grosso modo, dont on pourrait qualifier la situation de situation d'impuissance et situation de défiance. En réalité, les Français ont désormais un sentiment de défiance absolue à l'égard de l'ensemble du système représentatif. Pas simplement du système politique, de la totalité du système représentatif. Plus personne ne croit ni aux corps intermédiaires, ni à celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, exercent une part de responsabilité. On en est là, c'est-à-dire, grosso modo, un rejet à peu près total de ce que représente l'élite de la nation. Seuls sont probablement à l'abri de cela les chercheurs, les grands universitaires et quelques grandes figures de l'entreprise ou de jeunes ayant été capables d'avoir de vraies réussites économiques. Mais si vous pesez bien les choses, nous sommes dans un climat de défiance totale. Et ce crétin de Thévenoud, il ne sert personne. On pourrait, nous, dans l'opposition, se féliciter de voir un secrétaire d'État balayé 9 jours après, montrant une nouvelle fois un peu plus qu'une nouvelle fois le gouvernement Valls et Hollande patine. Mais ça ne sert plus personne. Parce que, franchement, vous êtes adorable d'être venu, mais aujourd'hui, pour que quelqu'un se dise « tiens, je vais essayer de croire encore en la politique », il faut que cette personne se dise « finalement, j'ai une relation humaine, personnelle avec cette personne pour me dire qu'il est peut-être un peu différent des autres. » Mais ce crétin de Thévenoud, qui, grosso modo, participe à la commission Cahuzac avec moi, et il participe, je le vois encore à côté de moi, qui vote la loi où nous sommes contrôlés sur tous les éléments de notre patrimoine, de notre déclaration fiscale, où il sait que forcément ça va lui tomber sur la gueule dans les jours qui viennent, eh bien cet abruti, au lieu de dire à Hollande et à Valls, excusez-moi, mais j'ai un petit problème, je ne déclare pas mes impôts depuis 3 ans, eh bien, pour nous éviter une nouvelle fois un peu plus la honte pour nous tous, eh bien ce con, il décide de rentrer au gouvernement. Franchement. Et c'est pour ça que je dis à Jean-Marie, c'est même pas de l'inconscience, c'est psychiatrique, c'est schizophrène, quoi. Hein, ça peut être que ça, quoi. Je ne comprends pas. Bon. Donc, premier élément de défiance, ou climat de défiance à peu près total sur notre système représentatif. Et le deuxième sentiment qu'ont les Français à l'égard de la politique, c'est l'impuissance. Ils ont la certitude que, grosso modo, la politique ne peut plus rien changer à leur situation. Défiance et impuissance. Et vous y ajoutez un troisième facteur qui, à peu près, représente le climat du pays, c'est le sentiment que tout est à peu près ubuesque ou tout devient paradoxal.
Il y a un paradoxe incroyable que nous devrions dénoncer, nous qui croyons en l'initiative, l'esprit de responsabilité et la liberté. Le paradoxe, il est le suivant. Notre pays est encalaminé économiquement depuis des années par la suradministration dont parlait Jean-Marie, par les prélèvements obligatoires, par la dépense publique, par une gouvernance publique qui ne marche pas. Et en même temps, il y a de plus en plus de gens qui sont en difficulté. Et nous sommes dans un paradoxe incroyable d'être le pays avec le Danemark ayant les prélèvements obligatoires les plus élevés, ayant la dépense publique la plus élevée de tous les pays de l'OCDE, et en même temps, nous sommes le pays qui ne sommes plus capables aujourd'hui de permettre aux Français de se dire que demain va probablement être encore plus dur. Et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans une vraie difficulté. Pas simplement les assistés, pas simplement ceux qui ne veulent pas bosser, mais tous les jours, et j'étais hier soir à des rendez-vous à la mairie, notamment de retraités, qui avec 1200, 1300 euros de retraite, n'étant pas propriétaires de leur maison, ou propriétaires de leur maison, mais incapables de l'entretenir, où vous avez des salariés à mi-temps ou au niveau du SMIC, et qui, avec les charges de la famille, n'y arrivent plus. Vous êtes dans cette situation-là incroyable d'un pays qui n'a jamais autant prélevé de richesses, qui n'a jamais autant dépensé au titre de l'État ou du système public, et qui en même temps n'est plus capable d'empêcher des personnes de se paupériser un peu plus. Eh bien, c'est ça la situation du pays. Paradoxe sur nos politiques, impuissance du secteur de la sphère politique, et enfin, défiance à l'égard du système représentatif. C'est ça la situation. Et cette situation-là nous amène à aujourd'hui, vous avez vu le sondage, à ce que tout de même, dans l'hypothèse où les socialistes seraient au second tour devant avec Marine Le Pen, enfin c'est peu probable aujourd'hui, mais dans une situation où ce serait Marine Le Pen qui gagnerait l'élection présidentielle. Et on n'est plus sur le 92-18 de 2002. Le dernier rempart de l'extrême droite, c'est encore la droite et le centre, mais même dans cette hypothèse, on est dans un rapport 60-40. Vous imaginez ce que veut dire un pays, ce que représente de tels scores. Ça démontre à quel point nos compatriotes n'en peuvent plus de ce système. Et donc, pour nous, on a une responsabilité énorme, considérable d'essayer de dire aux Français, oui, c'est possible. Moi, si je fais de la politique, c'est parce que je pense que la politique peut changer le monde. Sinon, j'en ferai pas. Si je fais de la politique, c'est parce que je pense que la politique est encore capable d'améliorer la situation de nos compatriotes. Si je fais de la politique, c'est parce que je pense que la France peut être un des grands acteurs du XXIe siècle. Sinon, je n'en ferai pas. Et si je fais de la politique, c'est parce que je pense qu'on peut être honorable en faisant de la politique. Eh bien, nous avons, nous, famille centriste, une responsabilité, c'est celle de dire aux Français, il y a d'autres alternatives que celle du Front National pour exprimer votre volonté de changement. Et que cette volonté de changement, vous pouvez l'exprimer en construisant notre schéma politique différemment de tout ce que vous avez vécu depuis des années. Et c'est ça que je voudrais vous dire d'abord sur ce que je veux faire pour l'UDI. Jean-Marie l'a évoqué, Laurent de Gallet l'a évoqué tout à l'heure. Moi, j'en ai plein le dos de l'obsession présidentielle. Je suis d'autant mieux bien placé pour en parler. Je trouve ça, mais d'un ridicule absolu, qu'en 2014, 3 ans avant l'échéance, les uns et les autres arrivent devant la télévision pour dire « j'y pense en me rasant le matin » ou « j'y pense en prenant ma douche le matin ». Vous vous rendez compte qu'on en est à l'UMP à 8 candidats
pour les primaires qui détermineront leur candidat. Et j'ai même entendu mon prédécesseur Michel Alliot-Marie dire la semaine dernière qu'elle y pensait aussi. Eh bien, je me suis dit que le spectacle que nous donnions, de dire aux Français, ne vous inquiétez pas, on va d'abord vous faire le casting, et puis ensuite on vous parlera de ce qui vous intéresse, c'est-à-dire du fond ou du projet politique qui est le nôtre. On va s'occuper de régler nos affaires entre nous, à coups de règlements de comptes divers et variés, et puis après on vous dira éventuellement quel projet politique on porte et qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays. Eh bien moi je veux une démarche radicalement différente. Je veux qu'on sorte des histoires d'alliance entre l'UMP et nous, ou entre le PS et les autres. Je veux inverser l'ordre des choses et je veux porter d'abord, en tant que président de l'UDI, une plateforme politique, un socle politique, qui ne soit pas la plateforme politique de la seule UDI, mais qui soit la plateforme politique de toutes celles et tous ceux qui, grosso modo, pensent à peu près la même chose. En clair, dire aux Juppé, aux Bayrou, aux Fillon, aux centristes de l'UMP, aux écologistes qui ne se reconnaissent pas forcément dans la gentille Madame Duflot, aux sociodémocrates déçus du Parti socialiste et de la gauche, à toute la société civile qui a envie de participer au projet, de leur dire, eh bien, mes chers amis, l'année 2015 ne va pas être consacrée à régler nos comptes pour savoir qui va être candidat à l'élection présidentielle, mais l'année 2015 va être consacrée à un sujet, par des débats, des rencontres, des forums, bref, à faire en sorte que nous fassions d'abord émerger un projet politique avec un socle politique beaucoup plus large que les 20% d'une famille politique du premier tour. Ce serait tout de même assez nouveau qu'enfin la France se mette au diapason des autres démocraties européennes, où dans les autres démocraties européennes, on cherche d'abord à construire un projet politique. On se pose ensuite la question de savoir qui va défendre ce projet politique devant leurs compatriotes, et qu'enfin on s'interroge avec qui on va créer les charnières et les connexions permettant d'avoir un socle politique beaucoup plus large que les 20% d'un premier tour et d'un parti politique qui capte tous les pouvoirs comme on le voit à l'élection présidentielle en France. En clair, en Allemagne, vous avez ce qu'on appelle la petite coalition ou vous avez la grande coalition. En clair, la CDU sait qu'elle va être obligée de gouverner avec quelqu'un d'autre. Et le SPD sait qu'il va être obligé de gouverner avec quelqu'un d'autre. Et parfois, droite et gauche sont ensemble. Et vous avez donc des majorités politiques qui sont beaucoup plus larges que les 20% du premier tour, qui rassemblent des hommes et des femmes qui n'ont pas toujours été dans le même horizon et qui vont porter l'idée que, rassemblés, eh bien, on sera capable de mener les 4 ou 5 adaptations dont la France a besoin. Le fond et les idées d'abord, les hommes ensuite. Qu'est-ce que ça nous changerait? Franchement, qu'est-ce que ça pourrait nous changer? Sortir de la course de 100 mètres des présidentielles où chacun est dans son couloir. La cause de la cause, mes chers amis, des difficultés du pays, c'est d'abord et avant tout, je vous le dis, notre système institutionnel. Et moi, je veux que nous, centristes, nous portions l'idée d'une rénovation institutionnelle profonde afin que notre pays sorte de la défiance et de l'impuissance. Que nous disions aux Français, arrêtez de croire qu'une seule personne suffira, élue à l'Élysée, suffira pour régler les problèmes des Français. Pensez au contraire que c'est l'addition de compétences, d'énergie et de volonté qui le permettra. Et pensez aussi que nous avons besoin de redonner confiance aux Français. Et c'est pourquoi moi je défendrai, dans le cadre de ce grand rassemblement, de cette capacité à porter cette plateforme politique avec des gens issus de familles politiques différentes, je défendrai l'idée d'une rénovation institutionnelle qui pourrait passer au moins par 2-3 choses simples. On va recréer le lien de confiance. C'est-à-dire, réduire le nombre de députés et de sénateurs. Il y en a beaucoup trop. Et avec la fin du cumul des mandats, n'en parlons même pas. 2,
faire en sorte qu'on introduise de la proportionnelle aux élections législatives afin que tous les grands courants politiques soient représentés et qu'on puisse construire cette majorité large. 3, interdire par exemple les micro-partis. 4, faire en sorte que lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on décide de faire de la politique à l'issue du premier mandat, eh bien on est obligé de démissionner de la fonction publique afin que les Français aient le sentiment qu'il y a à peu près des Français sur la même ligne de départ quand ils décident de faire de la politique. Et puis 5, on pourrait aussi en même temps présenter aux Français une autre réforme territoriale que la réforme territoriale absolument stupide et absurde que les socialistes nous sont en train de concocter, mais dont nous avons absolument besoin. Et vous voyez bien que pour nous, là, il y a une vraie source d'identification. Dire aux Français, on va construire une autre république que celle à laquelle, aujourd'hui, vous ne faites plus confiance. On va essayer de construire une démocratie comme le sont à peu près les autres démocraties européennes. Ça, c'est un premier sujet. Et donc, pour moi, vraiment, j'insiste, construire un socle et une plateforme politique large en 2015. Associer toutes celles et tous ceux qui ont envie de sortir du cadre de leur parti. Et enfin, après, la démocratie d'opinion d'elle-même déterminera dans ces hommes et ces femmes qui sont mis autour de la table celui ou celle dont elle estimera qu'elle est en capacité d'être éventuellement la candidate à l'élection ou le candidat à l'élection présidentielle. Mais je vous dis une seule chose, et je le dis à mes camarades qui sont candidats à la présidence de l'UDI, c'est que après ce qu'on vit, après ce que les Français auront vécu avec François Hollande, et compte tenu de ce que représente dans l'inconscient collectif un président de la République, construire une candidature présidentielle, c'est une longue marche. Et que les Français ayant un président de la République absolument nul, qui n'est absolument pas à la hauteur, eh bien, qui n'avait exercé aucune responsabilité gouvernementale avant, je peux vous dire une chose, c'est que quand ils décideront de mettre un bulletin dans l'urne, ils regarderont d'abord un peu quelle a été l'expérience et la capacité de l'individu à exercer la plus haute responsabilité de l'État. Et qu'ils n'iront pas chercher des aventures chez des hommes et des femmes qui n'ont absolument exercé aucune responsabilité. Et deuxièmement, je le dis aussi à mes petits camarades de jeu, c'est qu'avec un Front National à peu près à coup sûr qualifié pour le second tour, les candidatures à 2, 3 ou 5%, les Français vont apprécier ça modérément. Et donc on a une exigence. Ce n'est pas simplement de se dire on va avoir un candidat à la présidence de la République. On a une exigence, c'est de construire une plateforme pour construire une alternative autre que l'UMP et le PS. Et on a une autre exigence pour nous, c'est de nous dire que plutôt que les 5% ou les 10% du premier tour de l'élection présidentielle, que pour nous l'intérêt c'est d'abord d'avoir 100 ou 150 parlementaires pour être en situation d'avoir la clé à l'Assemblée nationale et de dire ce texte-là nous n'en voulons pas parce qu'il n'est pas bon et en revanche ces priorités que nous avions inscrites durant la campagne, nous les voulons et nous ferons en sorte qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Eh bien je peux vous dire que pour les centristes, sortir de l'état dans lequel nous étions, c'est-à-dire la décoration de la majorité, sans capacité de pouvoir influencer sur les grandes décisions. J'ai été au gouvernement. Pour les questions de défense, j'avais une relation très équilibrée avec Nicolas Sarkozy. Mais quand il s'agissait des grandes orientations du gouvernement, tant Jean-Louis que moi, nous en étions écartés. Et quand nous défendions à l'Assemblée nationale ou au Sénat un certain nombre de propositions qui ne convenaient pas à l'Élysée ou à l'UMP, on nous disait « mais de toute façon, on n'a pas besoin de vous pour voter les textes ». Eh bien, moi, je veux que cette histoire-là soit enfin terminée et que sans nous, il ne puisse pas y avoir de majorité. C'est aussi simple que ça. Donc, le premier objectif, c'est celui-ci, ou le premier enjeu. Le deuxième enjeu qu'a évoqué Laurent, Jean-Michel,
Jean et Jean-Marie. C'est l'idée de construire une équipe, un collectif. L'UDI, c'est une organisation, avec des partis sources, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est que l'UDI soit une famille. Pardon de vous faire ancien combattant, il y en a quelques-uns dans l'assistance, mais moi, j'ai connu 2 collectifs et 2 équipes. L'une, ça s'appelait la Bande à Léo, et la deuxième, la presse l'appelait les Bédouins de Bayrou. Et dans les 2 cas de figure, nous étions sortis des rivalités de personnes, les animosités, les conflits inévitables souvent en politique, et nous faisions un vrai collectif. On était des potes. On partageait des moments d'humanité. On dégageait de l'enthousiasme, on dégageait de la gaieté, on dégageait de l'optimisme. Eh bien, moi, je veux construire l'UDI sous cette forme-là, que l'UDI, ça ne soit pas simplement des comités divers et variés qui décident avec des structurations. Je veux que l'UDI devienne une famille. Ça changera tellement par rapport aux autres partis qui se haïssent et qui cuisent et recuisent leur haine tous les matins. Que nous démontrions aux Français qu'il y a un autre comportement en politique. Ça peut vous paraître anodin, cette idée-là, mais je crois que c'est extrêmement important de démontrer aux Français que nous voulons faire ce grand socle politique avec les uns et les autres. On ne leur demande pas d'arriver à l'UDI, au Juppé, au Bayrou, au Fillon et aux centristes de l'UMP. On leur dit simplement, venez construire un projet politique alternatif. Et nous, au sein de notre famille, eh bien, on aura ce collectif, cette équipe, cette ambiance familiale, si je puis dire, qui nous permettent de dire aux Français, regardez, il y a autre chose que... Il peut y avoir de l'oxygène, il peut y avoir de l'ambiance, il peut y avoir des hommes et des femmes qui se disent quand le soleil brille un peu aujourd'hui pour tel ou tel, il brillera demain pour l'autre. C'est tellement différent de l'image qu'on donne. Et pour moi, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que nous avons besoin de créer une autre organisation au sein de l'UDI et qu'on mette en place les éléments de cette composition-là, de cette peinture-là. La première, c'est en effet, Jean-Marie, de créer les conditions de la confiance. Et les conditions de la confiance, c'est de dire aux Français, on va essayer de faire autrement que ce que nous ont montré nos petits camarades depuis un certain nombre d'années. Et moi, je veux une transparence financière totale au sein de l'UDI. Qu'est-ce qui nous empêcherait de présenter le budget de l'UDI devant ce qu'on appelle le Conseil national de l'UDI, c'est-à-dire le Parlement de l'UDI. Et que ce Parlement présente le budget, demande des comptes, et que nous sachions et que vous sachiez précisément quelles sont les différentes dépenses. 1. Quelle est la masse salariale? Combien gagnent les cadres qui font fonctionner la maison? 2. Quels sont les frais généraux? 3. Quels sont les frais de communication? 4. Quels sont les frais de transport ou les frais de déplacement? 5. Quels sont les frais de bouche? Bref, que les adhérents de l'UDI puissent savoir précisément où va l'argent. Et enfin, qu'on se fixe une règle simple, c'est qu'au titre de l'absence, ou tout du moins d'empêcher les conflits d'intérêts, l'UDI ne puisse pas faire travailler une entreprise qui a des intérêts de près ou de loin avec notre parti politique à travers les dirigeants. En clair, on ne fait pas bosser une boîte dans laquelle il y a tel ou tel membre de la famille qui y travaille. Pour faire en sorte qu'on dise, voilà, on va vous montrer qu'on peut faire de la politique autrement. Nous l'avons fait au titre du groupe parlementaire. Philippe Vigier, il y a 1 mois et demi, à la suite des débats du groupe UMP, a présenté les comptes du groupe UDI en disant voilà exactement quelles sont les dépenses, quelles sont les recettes, voilà ce qu'on en fait, etc. On n'en a pas parlé parce que malheureusement, comme c'est clean, on n'en parle pas. Mais il n'empêche que ça me semblerait une bonne chose. La deuxième, c'est que nous devons redécentraliser notre famille politique. C'est-à-dire faire en sorte que celles et ceux qui ont envie de travailler sur le projet de l'école puissent le faire dans les territoires. Et donc que nous ayons des instances décentralisées, régionales, pour venir discuter
de la plateforme et du projet politique. Et que de même pour les investitures, au lieu que ce soit des investitures toutes nationales, qu'elles puissent être aussi débattues et discutées par les adhérents du département. Ça changerait parfois un peu les résultats, mon cher Wilfried. Et troisièmement, que nous créions les liens de cette communauté. Et moi, j'imagine très bien avoir une application UDI sur mon smartphone qui me permette de savoir quels sont les adhérents qui sont dans mon coin, qui me permettent de pouvoir lancer facilement une réunion, qu'on ait un intranet, qu'on puisse même avoir une bourse de l'emploi permettant à celles et ceux qui, parlementaires, maires, veulent embaucher un collaborateur, puissent dire, tiens, auprès des jeunes, voilà, j'ai quelqu'un à embaucher, si vous sortez d'une fac de droit ou de Sciences Po, eh bien, candidatez parce que je recherche quelqu'un. Bien. Construire une autre UDI et faire en sorte que nous soyons un parti politique irréprochable. C'est possible. C'est possible parce qu'il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas... nous sommes à l'abri, grosso modo, de tout cela jusqu'alors. Et donc, démontrons-le positivement par des règles que finalement les Français finiraient par appréhender. Et puis enfin, pour quel projet ? Je vous ai parlé des institutions. Je pourrais vous parler d'économie, mais comme j'ai présenté le projet économique de l'UDI il y a un an et que j'imagine que vous l'avez tous lu, je ne vous parlerai pas d'économie. Mais je voudrais simplement vous parler d'un sujet qui est l'école, ma chère Michel. L'école de la République. Si nous étions courageux, nous aborderions d'abord la question de l'école. C'est le sujet fondateur d'une communauté de destin. C'est un sujet que la droite et le centre n'osent même plus aborder. Les socialistes sont disqualifiés pour en parler. Et pourtant, nous devrions proposer aux Français qu'à la liberté économique, à l'initiative, à la liberté d'entreprendre, à l'esprit de responsabilité, on décline à nouveau l'idée d'égalité. Et l'égalité, ce n'est pas l'égalité matérielle, l'égalité qui tire vers le bas. L'égalité, c'est l'égalité des chances, c'est l'égalité devant l'école, c'est l'égalité devant la formation, c'est l'égalité devant la santé. Et que nous soyons ceux qui portions cette idée-là en construisant un vrai projet novateur pour l'éducation. Plutôt que d'être dans l'anathème, plutôt que d'être dans les faux débats, la morale à l'école, la santé à l'école, l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin tous ces sujets-là qui ne changent rien à la situation de l'école, eh bien que nous abordions l'école à travers les vrais sujets et que nous disions aux Français, d'abord la question de l'école, ce n'est pas d'abord la question du nombre d'enseignants. Ce n'est pas le fait de recruter 60 000 enseignants de plus qui changera quoi que ce soit à la qualité de notre système éducatif dont le classement se dégrade d'année en année. Nous sommes aujourd'hui 24, 25, 26e au classement PISA, c'est-à-dire au classement international. Nous mettons plus d'argent que la plupart des pays européens et pourtant nous avons des résultats qui sont chaque année plus mauvais. Eh bien, de dire aux Français, la question de l'école, c'est la question de l'autonomie scolaire, de l'autonomie des établissements, de la construction d'un projet pédagogique et collectif par école, parce que toutes les écoles de la République n'ont bien entendu pas les mêmes problématiques parce qu'elle n'a pas les mêmes enfants. Et que donc chaque école, avec ses enseignants, avec une direction, avec les parents d'élèves, soit en capacité, à partir du cadre républicain, de construire un projet pédagogique autonome auquel on attribue des moyens et auquel on donne une obligation de résultat. Faire en quelque sorte ce qu'on a fait pour les universités, le faire pour l'école. Deuxièmement, aborder ce sujet que plus personne n'ose aborder, qui est le statut des enseignants. Le statut des enseignants, il est régi par un décret qui date de 1950 et qui est un décret, pardon de dire, archaïque
Et un décret, à chaque fois qu'on ose un petit peu le détricoter, comme l'a fait Gilles de Robien, par exemple, en 2006, eh bien, ce décret-là, la première chose qu'on fait quand on essaie de l'améliorer, c'est que les autres qui arrivent au pouvoir, pour faire plaisir aux syndicats d'enseignants, disent « on va revenir là-dessus ». Et Nicolas Sarkozy a fait exactement la même chose en revenant sur les quelques acquis que Gilles de Robien avait su créer ou construire. Par exemple, est-ce que vous savez que le statut des enseignants prévoit que vous travaillez 15 heures ou 18 heures, mais que le calcul de vos temps de travail, il est simplement sur une référence individuelle et deuxièmement sur une référence hebdomadaire. Est-ce que vous pensez qu'une pédagogie aujourd'hui sérieuse se construit simplement sur le fait que vous êtes contraint dans la séquence hebdomadaire? Si vous voulez faire 3 mois ou 6 mois d'anglais ou d'allemand intensif, impossible parce que le prof, lui, il est dans son cadre hebdomadaire. Si vous voulez faire en sorte qu'un prof puisse enseigner 2 disciplines en même temps parce qu'il en a les compétences, impossible, on n'a pas le droit d'avoir 2 disciplines. Si vous voulez faire un travail collectif ou un travail qui vous amène à être en dehors de votre relation directe avec les élèves, bien là aussi impossible parce que le seul temps de travail qui est décompté, c'est le temps devant les élèves. Eh bien, mes chers amis, il faut dire que le statut des enseignants doit être revu en profondeur. Et il faut dire aussi qu'on pourrait tout à fait imaginer, comme dans les collectivités locales, que le recrutement des enseignants soit notamment décidé par le chef d'établissement et qu'on puisse considérer que, globalement, des enseignants sont plus faits pour un établissement qu'un autre et que le directeur de l'établissement puisse créer son équipe pédagogique à partir des priorités et de la situation des élèves. Je peux continuer ensuite sur le programme, mais je vais m'arrêter là parce que ça fait plus d'une demi-heure que je parle. Mais vous voyez bien que ce sujet-là, il est majeur. Il concerne, bien entendu, la capacité pour chacune et chacun d'entre nous d'avoir la même chance de réussir dans la vie. Elle concerne, bien entendu, notre sentiment d'appartenir à la même communauté de destin et, bien entendu, cela concerne aussi la compétitivité de notre pays. Et donc, nous devrions être ceux qui portions un projet central pour l'école et d'en faire une priorité absolue. Et moi, ce que je voudrais, c'est que sur l'école, sur la formation professionnelle, sur, bien entendu, les sujets économiques, que nous mettions ça sur la table, que nous les présentions dans la dureté de la réalité et que nous disions aux Français, voilà ce que nous allons faire. Et enfin, pour que les choses se fassent et qu'elles réussissent, il n'y a qu'une solution, mes chers amis, parce que vous vous dites, mais pourquoi vous ne le faites jamais? Parce qu'il n'y a pas le socle politique, et deuxièmement, parce qu'on ne le fait pas assez vite. Nous devrions mener ces 4-5 réformes dans les 6 premiers mois d'une législature. Il faut légiférer jour et nuit, et il faut éventuellement légiférer par ordonnance, et faire en sorte qu'au bout de 6 mois, on ait réglé les 4-5 sujets majeurs. Il faut assouplir le droit du travail. Je demande une ordonnance. Je demande à être habilité par le Parlement pour légiférer par ordonnance. Et dans les 3 mois, on a assoupli le droit du travail. Je veux augmenter la durée du travail et réduire les cotisations sociales salariales pour augmenter le temps de travail. Je fais en sorte qu'avant le mois d'août, cette disposition soit adoptée. Je veux faire en sorte qu'on fasse de la TVA sociale pour réduire les cotisations sociales. Eh bien, faisons ça avant l'été. Je veux une politique qui soit en faveur de l'éducation. Eh bien, nous allons le faire avant l'été. Si vous regardez les grands moments de réforme de la République française, ça s'est toujours passé comme ça. En 1981, François Mitterrand a fait siéger le Parlement jour et nuit jusqu'en janvier 1982. Quand, en 1986, Jacques Chirac a mené une vraie politique de réforme et de libération de l'économie, nous avons siégé, je n'étais pas au Parlement, mais nous avons siégé jusqu'au 15 août. Et on a repris
quasiment dans la foulée, la grande loi de 48 sur le logement qui empêchait, qui était un frein majeur pour développer l'immobilier dans le pays, eh bien la loi de 48, elle a été adoptée un 13 août, ce qui veut dire qu'on a légiféré jusqu'à cette période-là. Et donc on a besoin de faire ça très rapidement. Et d'ailleurs, si vous regardez les quelques réformes qui ont été faites en 2007, l'autonomie des universités, ça a été décidé au mois d'août. Si on l'avait fait 6 mois plus tard, c'était trop tard et on n'y serait pas arrivé. Et donc, on a besoin, en termes de méthode, de faire en sorte qu'on annonce la couleur, et je pense que les Français sont tellement en état de désespérance face à la situation du pays qu'ils sont prêts à accepter ce qu'ils n'auraient pas accepté il y a quelques années. Et deuxièmement, de dire, moi, j'ai été élu pour ça, eh bien, dans les mois qui suivent l'élection, je fais en sorte que toutes ces dispositions soient prises immédiatement. Eh bien ça, je peux vous dire que même si vous finissez à 20% dans les sondages au bout d'un an, vous êtes au moins à 20% pour de bonnes raisons, plutôt que d'être à 13% parce que Mme Trierweiler a écrit un nouveau bouquin sur moi. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, très loin du discours que j'avais rédigé. Mais il me semblait important de vous faire partager ces quelques messages. 1, ça ne peut plus durer très longtemps, comme ça. 2, on a besoin d'une politique rigoureuse de redressement du pays. Et pour construire cette politique rigoureuse et vigoureuse de redressement du pays, eh bien, il faut le faire avec un socle politique large, ce à quoi je m'emploierai dès le début de l'année 2015 si je suis président du DI. Et 3, le faire avec un autre comportement en politique. Eh bien, mesdames et messieurs, désormais, il vous reste un seul sujet, une seule question, c'est d'aller lire l'ensemble de mes propositions en achetant Lettres à Alma, qui depuis 40 minutes me casse les pieds pour faire mon discours, ce qui est extrêmement facile. Et deuxième élément, faire en sorte que toutes et tous, du 6 au 10 octobre, nous soyons en mesure d'être largement aux têtes pour aborder le second tour. Je vous remercie.